Qu'est-ce qu'il en est de l'indépendance des forces policières et des forces militaires sous Donald Trump? Salut, Frédéric Bérard pour Maelstrom. On en a parlé dans d'autres capsules. Il se passe 1 million de choses aux États-Unis, mais il y a un certain volet qui est aussi inquiétant que le reste. Il y a une jonction avec ce qu'on a dit précédemment, mais un volet donc qui est particulièrement inquiétant, c'est cette espèce de mainmise de Trump sur les pouvoirs policiers et sur les pouvoirs militaires. Je commence avec les pouvoirs militaires. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est pas normal qu'un président ait les forces militaires à sa main? Oui et non. Dans l'optique où quand un président annonce, conformément à la procédure constitutionnelle prévue, nous déclarons la guerre à tel pays ou nous défendons de telle façon, oui, effectivement. Mais là, ici, ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi? On a appris lors du premier mandat de Trump, donc 2016 à 2020, qu'il y avait une espèce de litige épouvantable avec le chef des forces armées. Celui-ci, de ce qu'on a compris, avait émis des doutes à savoir, est-ce que je vais appuyer sur le piton si, le piton étant celui de la bombe nucléaire, est-ce que je vais appuyer sur le piton si le président me le demande? On verra bien. Et évidemment, ceci a déplu à Trump et c'est promis de ce qu'on a compris de ne pas refaire cette erreur s'il revenait au pouvoir. On a ça dans le projet 2025, ces espèces de discussions-là, à savoir, est-ce que l'armée mange dans ma main ou pas? Ici, donc, on vient tout juste de remplacer l'ancien chef des forces armées pour le remplacer par un proche idéologiquement parlant de Donald Trump, une espèce de béni oui-oui qui devrait, encore une fois, répondre à quelconque de ses velléités. On sait que Trump a annoncé qu'il avait idée de conquérir le Panama, qu'il avait idée de conquérir le Groenland. On voit ce qui se passe avec l'Ukraine actuellement. On voit ce qui se passe avec Gaza. Bon, ça, c'est un peu différent, évidemment, parce que Netanyahou est d'accord avec lui. Mais vous voyez un peu, donc, d'avoir une force militaire comme ça qui lui obéit sans discussion, sans indépendance, notamment peut-être, et c'est là où le bas blesse probablement, du point de vue de la stratégie, comment on fait ça? Quand on parle d'une indépendance militaire, ben c'est au chef des armées de déterminer un peu comment il va faire ça. Là ce qu'on comprend, c'est que Donald Trump et Washington décideront des moindres stratégies, décideront aussi, bien évidemment, de violer l'ordre international applicable, notamment les conventions de Genève sur le droit de la guerre. Ça, c'est pour donc le volet militaire, qui est peut-être un peu moins grave, comme je l'expliquais, parce que les militaires et le pouvoir exécutif, même si on souhaite une certaine indépendance, disons qu'il y a une ramification qui est peut-être plus naturelle que le deuxième volet que je veux voir avec vous, c'est-à-dire l'indépendance des forces policières. On sait actuellement qu'il y a des enquêtes aux États-Unis sur les agents du FBI qui auraient procédé aux enquêtes, l'enquête de l'enquête, sur Donald Trump et ses multiples dossiers criminels. En d'autres termes, on est en train d'essayer de voir, c'est Trump qui cherchait évidemment, qui ici, qui du FBI a enquêté sur moi à l'époque, c'est-à-dire lorsque je n'étais pas président, évidemment pour les congédier, alors que ces gens-là ont fait leur job essentiellement. Et pourquoi ils ont fait leur job? Parce que dans un État de droit, on en a déjà parlé, un des premiers critères, c'est que la loi s'applique à tous et chacun. Or, si la loi s'applique à tous et chacun, ben ça inclut ça, le président. Laissez tomber le fait que maintenant la Cour suprême, amie de Trump, lui a donné une certaine forme d'immunité dans le cadre de ses fonctions, même au niveau criminel. Reste que dans un État de droit qui se respecte, qui a de l'allure, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer que s'il doit y avoir une enquête sur un président ou un ex-président, ben on l'a fait, cette enquête-là, tout simplement. Or, ici, imaginez le climat d'intimidation. Ces policiers-là du FBI se disent, ben oui, mais moi... j'ai obéi aux ordres, j'ai fait ce que je devais faire selon ma job, et là, je risque de me faire congédier de ce fait-là. Dernière affaire, écoutez ça c'est quand même assez spectaculaire. Il y a encore des embauches, évidemment, au FBI. On essaie de remplacer
les anciens, donc les anti, ben pas les anti-Trump, je tombe moi-même dans le jeu, ceux qui ont enquêté sur Trump ou ceux qui ne sont pas favorables à Trump partent de nouveau. Lors des entretiens d'embauche, il y a quelques questions qui sont posées aux candidats, notamment celle-ci. Si vous êtes engagé, monsieur X, ce sera qui votre patron? Alors, la réponse classique, c'est de dire, ben, ça va être mon supérieur immédiat. Ici, c'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, ben, c'est Donald Trump. C'est lui, moi, je prête allégeance à Trump pour défendre Trump, pour m'assurer d'obéir à Trump. Vous voyez, donc l'espèce de palier intermédiaire qui permet d'assurer le respect de la condition d'état de droit vient de disparaître essentiellement. Deuxième question, et ça, vous pouvez fouiller ça, vous allez voir, c'est disponible. C'est justement des gens du FBI là, qui ont fait connaître l'affaire. Deuxième question, pensez-vous que Donald Trump s'est fait voler l'élection de 2020? Qu'est-ce que vous pensez de cette élection-là? Est-ce que ça a été truqué, pas truqué? C'est quoi votre avis là-dessus? Troisième question, pas beaucoup mieux que les deux premières, peut-être même pire. Qu'est-ce que vous pensez des événements du 6 janvier 2020 au Capitole? C'est quoi votre opinion là-dessus? Ben voilà. Alors, quand on est rendu à pouvoir contrôler les forces policières dans leur ensemble, contrôler les forces militaires dans leur ensemble, c'est-à-dire sans qu'il y ait aucun recul potentiel, est-ce que nous vivons encore dans un état de droit?